Bonjour, tu veux de la 8K60, de la Rafale à 120 images par seconde, du RAW, tout ça en interne dans un boîtier qui chauffe pas, à un prix qui défie toute concurrence. Bah tiens, prends le Z8, va t'amuser avec. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va faire le test du Nikon Z8, un boîtier pro photo et vidéo. J'ai pu le tester dans différents scénarios, voir de quoi il était capable en situation réelle. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'il peut faire et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Honnêtement, ça fait plaisir de voir que Nikon revient dans la course, eux qui ont pris quelques petits tacles ces dernières années. Et là, du coup, ils reviennent quand même très fort avec ce boîtier-là, qui est clairement une caméra très attendue. On n'avait rien depuis le Z6 II et depuis peu aussi le Z9. Et là, on a littéralement un boîtier qui est du coup le Z8, qui est honnêtement leur flagship, le Z9, pour 1400 € moins cher, en plus petit. Donc là, ça fait fort quand même. Vous allez voir que par rapport à ce qu'il est capable de faire et comment il le fait, honnêtement, il met un peu une grosse claque aux autres, notamment Canon et Sony, qui à mon avis, là, vont se faire un peu passer devant là. Ça va passer un petit peu sous le nez. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nikon, ils ont même pas vu la vidéo avant qu'elle sorte. J'ai seulement eu le boîtier quelques jours, histoire que je le teste à fond et du coup je le renvoie après. Par contre cette vidéo est sponsorisée par Artlist, on en parlera un petit peu plus tard. Ok, alors ce Z8 c'est clairement un mini Z9, on va pas se mentir, sauf qu'il a quasiment tout du Z9, même en beaucoup mieux. La grosse différence qu'il y a, c'est que du coup en termes de taille c'est pas du tout la même chose. Personnellement j'ai jamais été fan des monoblocs, des gros boîtiers un petit peu comme ça, sachant que je suis quand même un peu plus vidéaste, je fais quand même très peu de photos, j'ai toujours été plus attiré avec un type de boîtier plutôt comme celui-là. Donc je vais pas vous mentir que honnêtement le fait qu'ils aient baissé la taille, pour certaines personnes ça va peut-être moins leur plaire. Moi perso je suis archi fan de ce modèle-là. Bon alors on en parlera un petit peu plus tard du boîtier, des différents, de ce qu'on peut avoir là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Mais avant ça, parlons des specs, parce que c'est là clairement où il excelle. Alors on a un capteur plein format stabilisé et empilé de 45,7 millions de pixels. C'est exactement le même capteur que les Nikon Z9 qui marche déjà très bien. Alors la particularité d'un capteur empilé, si jamais vous savez pas ce que c'est, c'est en fait tout simplement on n'a pas d'obturateur mécanique, on n'a pas de shutter. C'est-à-dire que techniquement on n'a pas de rideau qui se ferme à chaque fois qu'on prend une photo. Donc on a beaucoup moins de problèmes de déformation en photo quand le sujet est très rapide, ou alors même en vidéo, on peut avoir de la déformation des lignes avec un capteur classique. Là, on n'en a absolument pas avec un capteur empilé. Honnêtement, c'est la meilleure chose pour ne pas avoir de déformation dans son image. Alors, on a quand même un rideau qui s'ouvre et qui se ferme quand on allume ou quand on éteint du coup la caméra. Et je sais pas si vous remarquez, mais dès que j'allume et que j'éteins la caméra, ça s'allume automatiquement. Je veux dire qu'il n'y a pas de délai en fait à chaque fois qu'on allume la caméra. Et honnêtement, je crois que c'est un des plus rapides du marché. Ça permet d'être beaucoup plus réactif. Et hop, il y a quelque chose que tu veux filmer, boum, tu l'allumes et t'es prêt à shooter. Alors aussi, l'autre intérêt d'avoir un capteur empilé, c'est la possibilité de monter votre obturateur jusqu'à 1/32 millième avec cet appareil. Là où un capteur classique monte en général à 1/8 millième, voire 1/16 millième entre guillemets. Donc ça, c'est assez pratique, surtout quand on a les optiques qui sont lumineuses. Au moins, on peut monter le shutter un peu plus haut. Donc ça, c'est assez agréable. Bref, je pense que vous l'avez compris, mais avoir un capteur empilé, c'est le top du top en manière de photo et de vidéo. Et on se rend compte quand même que peu de marques le proposent, là où Nikon a déjà pris le pli avec son Z9 et maintenant avec son Z8. Ok, alors maintenant si on parle un peu plus de ce qu'il est capable de faire. En vidéo déjà, c'est un peu un tueur. Il peut clairement tout faire. On peut faire de la 4K 25, de la 4K 50, de la 4K 120. On peut même monter jusqu'à de la 8K 25 et même de la 8K 60. Et tout ça sans crop, sans surchauffe et en interne. Alors techniquement, en vrai, c'est ouf. On verra un petit peu plus tard dans la conclusion si tout ça va nous être utile. Mais en tout cas, de faire tout ça dans un seul body qui est quand même pas très petit, c'est assez incroyable. La grosse peur qu'on peut avoir, c'est la surchauffe, on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a eu zéro problème avec. Alors là, du coup, on a parlé de résolution, mais niveau codec, c'est à peu près la même chose. On peut filmer dans beaucoup de formats différents, de l'H265 classique, du ProRes en 10 bits, du ProRes RAW en 12 bits, et même du NRAW en 12 bits pour vraiment aller chercher un maximum de qualité. Et il faut se rappeler que tout ça, ça se fait en interne. J'avoue que ça donne un peu mal au crâne, on a tellement de choix en fait, de codecs, de résolutions différentes, que même quand on shoot, on sait pas exactement laquelle choisir, mais c'est quand même un pur plaisir d'avoir le choix en fonction de la situation qu'on a. Alors si on parle du mode photo maintenant, c'est la même histoire. On peut faire des photos en RAW jusqu'à 20 images par seconde, ce qui est pas mal, ce qui est pas incroyable, mais qui est quand même propre. Si on veut, on peut monter à 30, 60 et même 120 images par seconde. 120 images par seconde, c'est une mitraillette le truc, vraiment ça part très très vite. Et ça nous permet du coup de capturer l'instant et de choisir ensuite en post-production laquelle photo est la plus intéressante pour nous. Alors évidemment, plus on monte dans les rafales vers les 30, 60, 120,
plus on va perdre entre guillemets en qualité, ou du moins la résolution sera un petit peu plus faible. Mais personnellement, pour avoir fait pas mal de 120 images par seconde, je trouve la qualité largement suffisante. Mais à noter que le mode rafale à partir de 30 images par seconde, c'est en JPEG. Ça c'est un peu dommage, mais bon, en même temps fallait pas s'attendre entre guillemets à mieux. Personnellement, ça me suffit largement de faire des rafales à 120 images par seconde en JPEG, parce que là ce qui compte c'est vraiment capturer l'instant présent. On n'a pas besoin de faire des grosses retouches, en tout cas dans ce que je peux faire, moi j'en ai pas eu trop besoin. On a également un buffer qui tient pendant 1000 images, donc c'est à dire qu'on peut rester le doigt appuyé pour prendre des photos pendant 1000 images. Quand on fait des photos en RAW, ça veut dire que pendant 50 secondes on peut rester à prendre des photos, ce qui est honnêtement pas mal. Ok, alors si on parle maintenant de qualité d'image, c'est ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, si ce n'est que c'est très propre, ça marche très bien, c'est un capteur qu'on connaît déjà parce qu'on l'avait sur le Z9, donc il n'y a pas, on va dire, de grosses nouveautés par rapport à ça. J'ai rien à dire dessus, la qualité d'image, c'est propre, c'est riche, c'est net. En vidéo, on est sur de la 4K oversamplée, donc clairement, la qualité est bien plus riche. C'est une des meilleures d'ailleurs qualités d'image qu'on peut avoir sur le marché actuellement. En photo, forcément c'est hyper utile d'avoir autant de place et autant de netteté avec un capteur comme celui-là. J'avoue qu'en vidéo, le fait que ça soit trop net, moi c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. On est plutôt dans une tendance à aller vers une vidéo qui est un peu plus douce, éviter d'avoir trop de détails dans les peaux, etc. Donc moi, le fait que ça soit oversamplé, qu'il y ait une qualité de ouf, tout ça en vidéo, ça m'intéresse moins. Maintenant, c'est quand même là, donc si jamais on fait des vidéos particulières sur du produit ou quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir la possibilité d'avoir une qualité, on va dire, supérieure. Et si jamais on a envie d'avoir un peu moins de qualité, entre guillemets, moins de netteté, moins sharp, on peut toujours mettre un filtre mist et ça fait quand même très bien le travail. Donc ouais, c'est quand même un boîtier qui a une très très bonne qualité d'image. Même j'ai trouvé que l'auto white balance fonctionnait plutôt bien. On a quand même une gestion des couleurs Nikon qui est hyper intéressante, que je connaissais un peu moins et j'ai été assez surpris. Bref, très peu de choses à dire sur la qualité d'image, si ce n'est que c'est excellent partout. Ok, alors si on parle de l'autofocus aussi, parce que c'est quelque chose qui a été décrié pendant pas mal de temps chez Nikon, et là on a encore une fois un autofocus qui fonctionne très bien. On l'avait déjà avec le Z9 et là c'est la même chose avec le Z8. Il est honnêtement très bon avec tous les sujets différents, d'ailleurs on peut en choisir plusieurs. On a les animaux, les humains, les avions, les voitures, etc. Ça j'avoue maintenant c'est devenu limite un indispensable à avoir ces différents types d'autofocus différents, et ça tombe bien parce qu'il est présent dans ce Z8 et il fonctionne très bien. Il arrive quand même très rapidement à déterminer le sujet et faire le focus sur le corps, le visage puis l'œil. Il est honnêtement hyper précis et en tout cas dans mon utilisation ça fait très très bien le travail, j'ai rien à lui redire. Après c'est un boîtier qui peut s'utiliser dans des conditions on va dire un peu plus énervées, qui demandent plus de réactivité comme de l'animalier ou du sport. Et pour en avoir parlé avec d'autres potes créateurs qui ont pu tester le boîtier et aussi mes tests, c'est honnêtement le meilleur autofocus que Nikon ait pu créer jusque là, donc honnêtement il y a quand même un énorme step. Mais je trouve qu'il est peut-être un poil en dessous de ce que peut faire Canon et Sony, notamment de temps en temps, je sais pas trop pourquoi, quand tu filmes, surtout sur la partie avec les animaux, je trouvais que ça sautait. De temps en temps, il a un peu du mal à comprendre où est le sujet, essayer d'aller faire le focus. Alors après, avec quasiment tous mes tests, moi, dans ce que j'ai besoin de faire, il est excellent, j'ai clairement rien à lui redire. Mais c'est quand même un boîtier qui se veut pro pour des shootings un peu plus costauds, qui demandent plus de réactivité. Donc je trouvais ça important de le notifier. Avant de vous parler de mes tests en basse lumière, du boîtier en lui-même et surtout des plus et des moins, vous allez voir aussi que j'ai trouvé avec ce boîtier, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, qui est le partenaire de la chaîne, Artlist. Alors Artlist, je vais pas vous mentir, c'est la plateforme que j'utilise le plus dans mon ordinateur en tant que vidéaste, simplement parce qu'on a tout dessus. On a de la musique libre de droit pour tous les styles de vidéo, c'est rangé par catégorie, par mood, même par instrument d'ailleurs. Bref, moi personnellement, je trouve quasi toutes mes musiques là-dessus pour tous mes projets. Mais faut pas oublier qu'une vidéo sans sound design, c'est tous les petits bruitages qu'on rajoute dans notre vidéo, c'est un peu fade, il manque quelque chose. Et là c'est pareil, on a un catalogue qui est hyper bien fourni avec des sons de qualité faits par des professionnels. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup on a un catalogue qui est tellement large que dès qu'on a un bruit en tête, normalement on peut le trouver là-dessus. Et maintenant, grâce à Artlist Max, on a également des vidéos libres de droit et surtout des templates de motion design pour nous permettre de dynamiser un petit peu nos vidéos. Pareil, même chose, c'est hyper quali, ça a été fait, on voit par des pros et moi personnellement ça me fait gagner un temps de fou. Donc Artlist propose plusieurs options en fonction de ce que vous avez besoin. Perso, j'ai Artlist Max, ça me permet de prendre tout chez eux sans trop avoir à les chercher ailleurs. Mais à voir en fonction de ce que vous avez besoin. Je vous mets dans tous les cas le lien en description et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Encore une fois, merci à Artlist et surtout merci à vous qui prenez votre abonnement chez eux en passant par mon lien. Ça m'aide beaucoup et ça montre aux marques quand même que voilà, ce qu'on vous propose ça vous intéresse. Donc un grand merci, ça m'aide beaucoup. Ok, alors on revient sur le boîtier maintenant et on va parler un petit peu plus de la gestion des basses lumières maintenant. Alors forcément, je vous recommande de shooter en profil d'image N-Log, qui est le profil log de Nikon, ce qui nous permet de garder un maximum d'infos dans notre image. Et donc quand on shoot dans ce profil, notre ISO minimum est de 800, ce qui est, on va dire, pas trop mal, ce qui est pas incroyable, mais ça marche bien. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la technologie double ISO,
Et ce qui veut dire que quand on passe à 4000 ISO, c'est comme si limite on repassait à 800 ISO entre guillemets. Et si jamais je vous montre la différence entre passer de 3200 ISO à 4000 ISO, vous allez normalement voir la différence. On voit que la gestion du bruit numérique est bien mieux gérée, surtout dans les coins, on va dire, qui sont assez sombres. Et ça, c'est une technologie qu'on a aussi chez Sony qui marche quand même très très bien. Et ça, typiquement, quand on est en intérieur, moi, je me pose même pas la question, je vais directement à ISO 4000, quitte à limite mettre un filtre ND, mais je préfère ne pas trop monter mes ISO ou alors commencer directement à ISO 4000. On peut monter à 25 600 ISO en N-Log, ce qui est pas incroyable, on va pas se mentir. Donc honnêtement, pour un capteur de cette taille-là, il se débrouille pas trop mal. C'est peut-être un peu en dessous de ce que peut faire Sony, notamment avec son A7R5, mais ça reste quand même au-dessus de ce que peut faire Canon avec son R5 en termes de gestion du bruit numérique. Donc perso, en vidéo, je trouve quand même pas mal dans cette montée en ISO. Il est pas incroyable, mais il fait quand même très bien le travail. À noter qu'en photo, il est capable de descendre jusqu'à 64 ISO, ce qui n'est pas non plus commun, donc je voulais le préciser. Si on parle de stabilisation aussi, parce que honnêtement, il se débrouille pas trop mal. Alors, c'est une stabilisation classique sur 5 axes. Nikon annonce 6 stops de stabilisation, ce qui on va dire dans la norme. On a également une stabilisation électronique qui vient cropper un petit peu dans l'image, donc ça nous donne une meilleure stabilisation normale. À part ça, la stabilisation fonctionne quand même plutôt bien, à tel point que moi, sur un shoot, j'ai pas trop l'envie ni le besoin d'avoir un gimbal en particulier, sauf si jamais j'ai besoin de plans précis, mais en tout cas jusqu'ici la stabilisation marche plutôt bien. Ok, alors maintenant on va parler un petit peu du plat de résistance, c'est le boîtier en lui-même, parce que là on a quand même une bonne différence par rapport au Z9. Alors déjà, je pense que vous devez voir quand même qu'il est bien plus petit, si on les met à côté les deux, on a 30% en moins, on va dire, sur la taille du boîtier par rapport au Z9. Alors après, ça reste quand même un boîtier qui est assez costaud, si on compare à du Sony ou même du Pana, on peut voir qu'il est quand même un poil plus gros, et pour le coup ça se fait ressentir du coup dans le poids parce qu'il fait 910 grammes, ce qui est certes un peu plus costaud, mais honnêtement pour tout ce qu'il embarque, ça reste quand même largement correct. Alors tous les boutons sont personnalisables, ils ont enlevé du coup la petite molette là sur la gauche qui permettait de tourner, on peut le faire directement dans les menus. On a toujours le petit switch photo vidéo qui est ici, on a un écran aussi avec tous nos réglages juste au-dessus qui est quand même très pratique, ça permet d'aller assez vite. Et honnêtement, à part si peut-être une petite molette avec différents modes pour enregistrer notamment nos modes vidéo qui m'auraient plu, je trouve qu'il manque rien de particulier, ça reste quand même un très bon boîtier avec pas mal de personnalisation, le joystick aussi est très bon et très réactif. Si on parle un petit peu du viseur, il est quand même pas mal, il fait 3,68 millions il me semble de points, ce qui n'est pas fou, mais honnêtement il fonctionne bien, en tout cas je me sens plutôt, c'est très agréable on va dire à regarder. Ok, si on parle un petit peu de l'écran maintenant, c'est là aussi où il y a une petite particularité, parce que du coup c'est un écran qui est inclinable dans pas mal de sens différents, mais qui n'est pas retournable. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus, c'est pas un flip screen entre guillemets, ce qui veut dire qu'on peut pas se voir quand on fait du facecam ou du vlog. Alors après, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, ça dépend de chacun. C'est pas un boîtier qui fait pour le vlog, donc perso je trouve ça pas non plus horrible de chez horrible. Après ce que j'aime bien, c'est que du coup, l'écran s'incline dans l'axe de l'objectif. À la différence des autres boîtiers qui sont en général déportés un petit peu sur le côté, là on est pile dans l'axe, donc je trouve que c'est un peu plus précis, un peu plus agréable. C'est quand même un écran qui peut se tourner, qui peut se pivoter, possible pour faire du vertical, donc ça c'est assez pratique. C'est quand même pas un boîtier qui est conçu pour faire du vlog. Donc en soi, je trouve pas que c'est un indispensable d'avoir un écran qui se retourne. Oui, ça aurait été un plus. Maintenant, pour tous ceux qui font ni de vlog ni de facecam, ça va honnêtement pas les déranger. Ah oui, alors ça, gros plus aussi, c'est que le fait qu'il soit un peu plus costaud, c'est la prise en main. Elle est hyper agréable. Notre main tient hyper bien dans le boîtier, on peut le tenir un peu comme on veut et je trouve que, je sais pas, la prise en main me fait vraiment plaisir. En tout cas, j'aime beaucoup le prendre en main. C'est surtout la profondeur des doigts qui est quand même très agréable et du coup, on peut vraiment le tenir. On n'a pas peur de le faire tomber, contrairement aux marques concurrentes comme par exemple Sony, qui sont certes plus petites, plus légers, mais t'as peur un peu que ça tombe quoi. Alors tu sens quand même qu'il fait très robuste, pas autant robuste qu'un Z9 qui est clairement une pierre tombale, tu pourrais vraiment... tu pourrais faire mal avec quoi entre guillemets, mais il fait quand même très costaud, on sent que c'est du solide. Il est également weather seal, donc si jamais vous allez dans des conditions on va dire un peu plus extrêmes, c'est fait pour. Ok, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ça se passe niveau batterie et niveau surchauffe. Alors déjà, si on regarde un petit peu les batteries, c'est exactement les mêmes qu'on peut avoir sur le Z6 et sur le Z7, donc ça c'est assez pratique. Maintenant, ce qui peut faire peur, c'est par rapport à toutes les fonctionnalités qu'il a, est-ce qu'il tient aussi bien la batterie, parce que quand même ça envoie un peu du steak. Alors je sais pas trop comment, mais la batterie tient quand même très très bien. Moi personnellement, j'ai pas eu du tout de problème sur la batterie. Et qu'on filme en 4K ou même en 8K, il tient quand même facilement 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est quand même assez appréciable par rapport à la taille de la batterie. Et même chose pour la surchauffe, il n'y en a pas, ou on va dire quasiment peu, sauf situation extrême. Encore une fois, tout dépend de l'environnement où vous filmez. Si vous êtes en intérieur avec des conditions, on va dire, classiques, ça ira. Si vous êtes en plein milieu d'un désert avec un soleil qui tape dessus, forcément ça va partir un peu plus vite. Mais sur le papier, Nikon annonce 1h30 en 8K 30 et pas de surchauffe en 4K 25. Alors j'ai pas pu le tester en profondeur, mais voici les résultats qu'a eu Gerald Undone, qui pousse, on va dire,
revenir un petit peu le boîtier dans ses retranchements. C'est des résultats qui sont honnêtement plus que corrects. On va dire en moyenne à quasiment 2 heures de recording, que ce soit avec la batterie ou avec du coup la surchauffe en fonction évidemment du mode que vous allez filmer. Mais si jamais vous faites de l'interview en 8K ou en 4K, ça passera largement. A noter aussi que je trouve ça assez sympa, c'est qu'en fait ils ont mis un indicateur de surchauffe et quand la caméra va s'éteindre, avec tous les autres boîtiers elle s'éteigne directement, alors que là on a un décompte. Donc c'est un petit plus, mais ça permet de savoir exactement à quel moment la caméra va s'éteindre. Donc non, honnêtement, ce qui est assez incroyable avec cette caméra, c'est qu'elle a pas de vis cachée, elle a pas de trucs chelous ou quoi, ça fonctionne bien, ça marche bien, la batterie tient bien, il n'y a aucun problème honnêtement avec le boîtier en lui-même. Alors les connectiques maintenant, si on regarde du côté gauche, on a une prise full HDMI, on a également une prise jack pour le casque et une prise jack aussi pour le micro. Et ensuite, si on regarde en dessous, c'est là où il y a du changement, on a 2 prises USB-C. Une première qui va servir à charger le boîtier qu'on est en train de shooter, et la deuxième pour transmettre les différentes images. Personnellement, je trouve ça pratique parce que on évolue, donc la prise Ethernet est de moins en moins, on va dire, utile. Maintenant, pour tous ceux qui sont encore avec une prise Ethernet, vous aurez juste à acheter un petit accessoire et ça marchera tout aussi bien. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, alors c'est assez agréable pour atteindre maintenant les slots. Ils ont un peu revu la manière d'ouverture qui était vraiment très galère sur le Z9. Là, ça s'ouvre beaucoup plus rapidement et c'est plus facile. Et à l'intérieur, on a 2 slots. Une première avec une slot carte SD classique et la deuxième avec une slot carte SD CF Express type B. Et ça, je trouve ça pas mal parce que du coup, sur le Z9, on avait uniquement la possibilité de mettre des cartes CF Express type B, alors que là, on peut mettre aussi une carte SD qui, vous allez voir, va quand même couvrir 95% de ce que vous avez besoin de faire avec ce boîtier. Il me semble que c'est uniquement de la 8K60 où là, du coup, on aura besoin d'une CF Express. Ok, alors si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien à chaque fois que je teste du matos faire les petits plus de chacun, et là j'ai aussi des petits moins à dire sur cette caméra. Alors déjà, si on commence avec les petits plus, on a les waveforms qu'on peut afficher sur l'écran. Ça, c'est pas le cas partout, et du coup c'est bien de le noter parce que c'est hyper pratique pour bien exposer notre plan. On a également la possibilité de pré-enregistrer nos photos, donc ça veut dire que ça va enregistrer jusqu'à 1 seconde avant que vous appuyez. Donc ça, c'est assez incroyable parce que typiquement, si vous êtes en train de shooter une action qu'il se passe quelque chose, et si vous appuyez sur le bouton, lui va aller chercher 1 seconde avant ce qui s'est passé. Et ça, clairement, je trouve que c'est une technologie que je trouve incroyable parce que ça permet en fait d'être sûr de choper l'instant que vous voulez. Et ça, clairement, si vous faites de l'animalier avec quand même des choses qui sont assez imprévisibles ou même du sport ou quoi que ce soit, c'est une fonctionnalité qui va vraiment aider énormément de gens. Et c'est un peu con parce que c'est une fonctionnalité qu'on a aussi chez Canon et chez Fuji, si je dis pas de bêtises, et qu'on n'a pas encore chez Pana et Sony, alors que pourtant c'est vraiment une pépite d'avoir ce genre de truc. Alors après, il faut savoir qu'avec cette fonctionnalité-là, on va uniquement shooter du JPEG, donc forcément ça limite un petit peu les choses, mais c'est quand même une techno qui est hyper utile. À noter que c'est quand même une fonctionnalité aussi qui pompe pas mal la batterie. Donc on va dire que si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez l'utiliser, mais sinon restez en fonction classique, ça marchera très bien. On a aussi le rétro-éclairage des boutons la nuit, ça c'est une feature auquel on pense pas forcément, mais qui est hyper utile. Et on a également un mode infrarouge qui va là nous être fortement utile quand on est la nuit pour éviter de s'abîmer les yeux. Alors pareil, ça c'est une fonctionnalité plutôt cool si on fait de l'astrophoto, mais maintenant on peut faire de la pause longue de plusieurs minutes sans passer par le mode bulb, qui honnêtement peut être un peu relou. Là on peut choisir exactement le temps que ça peut durer. Alors également, vu que c'est un capteur empilé, de temps en temps on peut avoir des petits problèmes de scintillement. Et du coup on a une fonctionnalité à l'intérieur qui nous permet de choisir avec précision la vitesse d'obturation. Ah oui, alors ça aussi c'est tout con, mais personnellement je suis fan, mais quand on branche un moniteur en HDMI, sur la plupart des autres boîtiers, on perd l'écran de la caméra, c'est-à-dire qu'on voit plus rien. Et là, justement avec ce boîtier-là, on a les deux. Donc si jamais j'ai un moniteur, je peux voir et sur mon écran et sur le moniteur. Donc ça c'est hyper agréable. On a aussi la possibilité de faire un zoom numérique x2 sans perdre de qualité. Donc si jamais vous êtes un peu loin de votre sujet, c'est hyper pratique. Ça aussi, fonctionnalité tout bête, mais quand tu passes en mode vertical, le menu suit. Donc ça évite de faire des torsions du coup si jamais tu sais pas exactement où est-ce que tu en es. Là tu tournes ton appareil, le menu suit. Alors ils ont également ajouté la possibilité de lisser la peau. Ça, je vous avoue que c'est une feature qui me plaît pas trop parce que je préfère que ça soit le plus naturel possible. Mais pour ceux qui font du portrait ou quoi que ce soit, c'est peut-être une feature qui peut les aider. Et pour terminer les petits plus, ça m'a vraiment bien plu, c'est qu'en fait on a la possibilité avec le viseur de voir en temps réel. Ça veut dire que même quand on prend des grosses rafales, etc., la vue n'est pas du tout altérée, donc on peut suivre notre sujet si jamais il bouge rapidement. Et ça, clairement, c'est une feature qu'on s'y habitue assez rapidement. Et quand on repasse sur un boîtier qui l'a pas, on le voit direct. Ok, alors on a vu ce qui était bien, mais j'ai noté quelques petits mots, on va dire, à mon goût. Alors, première chose, les menus. Il y a une idée, mais je trouve que c'est trop fouillis, j'ai du mal à m'y retrouver. Il y a du E, du B, du A, ensuite c'est un menu classique, bref, je trouve ça pas évident de se retrouver son chemin. Alors c'est un problème qu'on a aussi avec pas mal de marques aussi concurrentes, mais là, mine de rien, je trouvais que c'était quand même... je m'y retrouvais pas. Également, l'écran qui n'est pas retournable, ça reste un moins, même si c'est pas un boîtier qui est fait pour. Mais voilà, demain, je fais l'interview de quelqu'un, je veux positionner la caméra et voir à peu près à quoi ça ressemble. Si jamais j'ai pas de moniteur sous les yeux, j'ai envie de voir justement à quoi va ressembler le plan.
Et ça, c'est un truc que je pourrais faire du coup avec l'écran qui se retourne, que je peux pas faire avec celui-là. On n'a également pas de D-Squeeze en interne, donc ça, c'est une feature qu'on a chez d'autres caméras, notamment avec des objectifs anamorphiques. Ça nous permet de voir exactement à quoi va ressembler du coup notre image. Ça aurait été un petit plus à mettre, bon on l'a pas, voilà, pour tous ceux qui ont des objectifs anamorphiques, c'est un peu dommage. Aussi, c'est quand même un gros plus de tout faire en interne, tous les codecs qu'on a vus, mais mine de rien, c'est des codecs qui prennent énormément de place assez rapidement. Sauf que si on veut s'équiper avec plusieurs cartes CF Express type B, les prix montent quand même très vite. Là où je veux en venir, c'est que ça aurait été sympa d'avoir un type d'enregistrement externe avec un SSD, parce que quand on compare les prix des SSD avec une carte CF Express, tu vois que les prix, c'est pas du tout les mêmes. Aussi, Nikon a fait le choix d'enlever le GPS. Avant, sur le Z9, on avait le GPS, ce qui veut dire que sur Lightroom, on pouvait voir du coup là où on avait pris nos photos sur la carte du monde. C'est un truc qu'on pourra pas faire avec le Z8, ce qui est un peu dommage, parce que quand on a l'habitude avec le Z9, là de passer là-dessus, c'est un peu, voilà, c'est un petit plus qui était quand même sympa. Et pour finir, on a de la 8K, ce qui est, on va dire, cool, enfin c'est toujours bien, mais perso, moi je sais que j'en aurais pas trop l'utilité. Par contre, j'aurais bien aimé avoir la possibilité de filmer en 6K. Parce que ça, pour le coup, ça peut m'être utile. Pour le coup, les fichiers 8K, c'est trop volumineux, c'est assez compliqué à dérocher. Et voilà, cropper x2 en 4K, ça me sert pas tant que ça. Par contre, pour le coup, la 6K, ça aurait pu me servir. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il manque ça. Ok, alors on a fait le tour. Maintenant, on va parler du prix. Parce que c'est honnêtement là aussi où ils excellent et là où c'est excellent. On est quand même sur un boîtier avec toutes les capacités qu'on a vues qui est annoncé à 4599 €, soit 1400 € de moins que le Z9, alors qu'il fait tout aussi bien que lui, voire certaines choses mieux. Donc clairement, c'est un budget, on va pas se mentir. Mais on va pas parler chinois, mais il écrase toute la concurrence avec toutes les specs qu'il propose. Il est au-dessus de tout. En fait, il fait quasiment mieux que tout le monde pour moins cher. Donc forcément, tout, que ça soit Canon, Sony, Pana et même Fuji, enfin bref, tous les autres vont prendre quand même une grosse claque là-dessus. Donc évidemment, c'est pour moi, à l'heure où je tourne la vidéo, le meilleur boîtier haut de gamme, tant sur la partie photo que la partie vidéo. C'est le plus complet qui existe, et forcément ça reste un budget, mais là on fait tout avec un seul boîtier et en interne. Après, il faut pas oublier que quand on achète un boîtier, il y a la partie parc optique qui est limite plus important. Et c'est vrai que Nikon pêche un peu là-dedans, on a un peu moins de choix. Alors il y a des marques tierces qui arrivent sur le marché, notamment avec Tamron, mais ça n'empêche qu'on a quand même moins de choix par rapport à Sony par exemple. Perso, je suis hyper content de voir Nikon revenir sur le devant de la scène. On voit qu'il rattrape et même dépasse les leaders de ce marché-là. Et ça, je vous avoue que ça fait forcément plaisir à voir. En tout cas, une chose est sûre, la course au meilleur boîtier est bel et bien relancée. Donc si jamais le boîtier vous intéresse, je vous le mets en description. Il y a un lien affilié du coup chez IPLN. C'est mon partenaire pour tout le matos. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui passent par mon code Maxime. Ça m'aide aussi grandement à justement à trouver ces marques-là, à faire des partenariats et aussi vous permettre de vous tester du boîtier comme ça assez rapidement. Bref, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. La bise.